Elle a exigé que son avocat s'occupe de moi. Puis son avocat m'a rencontré. Tu as de la chance que je te prévienne, même, marmonna-t-elle, en fournant une autre robe dans sa valise, le cintre toujours attaché. Son parfum suffoquait l'air, comme s'il avait quelque chose à prouver. J'ai perdu assez d'années là-dessus. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé. La cuillère à la main, mon bol de flocons d'avoine refroidissant. Le cliquetis des cintres résonnait comme de légers coups de feu. Pas une seule fois elle ne m'a regardé, jusqu'à ce qu'elle soit près de la porte, ses énormes lunettes de soleil déjà en place, comme si elle était en retard pour des vacances à la plage qui n'incluaient pas de mari. C'est fini, dit-elle sèchement, en ajustant son sac. Tu auras des nouvelles de mon avocat. J'aurais pu rire, et je l'aurais peut-être fait si je n'avais pas été bien au-delà du point où ces mots comptaient. J'ai simplement hoché la tête. Elle a penché la tête, m'adressant ce demi-sourire condescendant qu'elle réservait aux vendeurs et aux serveurs. Seul mon avocat traitera avec toi à partir de maintenant. Compris? Elle a eu un sourire suffisant, comme si elle venait de remporter une enchère silencieuse. La porte se referma avec un clic qui sonnait cher. Elle n'a même pas demandé si j'allais bien. N'a pas posé de questions sur le chien qui, soit dit en passant, se cachait sous la table parce qu'elle avait renversé sa gamelle d'eau dans sa petite crise de colère plus tôt. N'a pas demandé de nouvelles du sous-sol qu'elle avait inondé le mois dernier en faisant accidentellement tourner une machine à laver avec un drain bouché, pour ensuite m'en rejeter la faute sur la plomberie. Je n'ai pas nettoyé l'eau. Je l'ai laissé stagner parce que ce soir, il ne s'agissait pas de passer la serpillière. Ce soir, j'ai ouvert le coffre-fort dans le garage. Pas le grand où nous gardons les documents. Tout le monde connaît le coffre-fort ignifuge avec les passeports et les classeurs d'assurance. Non, celui-ci était derrière le panneau perforé, caché derrière 3 fausses têtes de vis et une batterie de perceuses mortes qui servaient de leurre de serrure. À l'intérieur, un classeur en cuir poussiéreux marqué d'initiales dorées en relief et une étiquette sur la tranche qui disait « Contingence maritale ». Révision 3C. Dernière mise à jour il y a 4 ans. Je l'avais révisée une fois par an depuis. Elle ne m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. Pas vraiment. Elle supposait que c'était de la saisie de données glorifiées. Elle ne savait pas ce que signifiaient réellement les couches d'accord de non-divulgation. Elle pensait qu'un trust n'était que la version pour riches d'un testament. Son monde, c'était les dégustations de vin, le pilate et les discussions de groupe avec d'autres épouses qui qualifiaient leur mari de « bruit de fond ». Quand j'ai essayé de lui montrer quelque chose une fois, il y a des années, une note de mon avocat qu'elle avait accidentellement ouverte, elle l'a jetée à la poubelle et a dit « Tu es ennuyeux quand tu essaies de paraître important ». Alors, j'ai arrêté de lui montrer des choses, mais j'ai tout gardé. À minuit, j'avais le classeur ouvert à l'onglet 7. La clause avait un titre ennuyeux, clause d'exception exécutive, immunité du signataire. Mais son contenu, disons simplement que c'était un petit déclencheur bien net, intégré à notre accord postnuptial et lié à une phrase spécifique, seul mon avocat traitera avec toi à partir de maintenant, prononcée en présence d'un tiers ou enregistrée par surveillance passive. Eh bien, la caméra de la cuisine fonctionne très bien. Elle pensait juste que je l'avais déconnectée parce que la petite lumière rouge était éteinte. C'est la beauté de la passer en infrarouge. Bref, j'ai relu la clause. Puis j'ai faxé un seul formulaire à mon conseil successoral avec une date et un mot-clé. La réponse est arrivée 10 minutes plus tard, livrée en main propre par un assistant à la porte de service. Procédure sous Rêve 3C approuvée. Pas d'émotion, pas de fanfare. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la logistique. Le truc, quand on est négligé, c'est que les gens supposent qu'on restera là où ils nous ont mis. Ils supposent que l'homme qui ne crie pas en retour doit être impuissant. Qu'un homme qui reste calme pendant que sa femme fait ses valises doit être brisé. Que s'il ne crie pas ou ne menace pas, il doit avoir perdu. Ils ont tort. Parfois, le silence est juste le son d'une porte qui se ferme derrière vous pour la dernière fois. Et pour ceux d'entre vous qui écoutent et qui ont été cet homme silencieux ou qui ont vu cet homme silencieux et se sont demandé pourquoi il ne se battait pas, peut-être devriez-vous cliquer sur le bouton d'abonnement. Pas pour moi. Pour l'équipe derrière cette voix qui continue de raconter ses histoires. Plus de 90% des auditeurs ne s'abonnent jamais. Et pourtant, ce simple clic, il aide plus que vous ne l'imaginez. Il garde l'histoire affûtée. Il maintient les lumières allumées. Il fait tourner les dossiers. Retour à l'histoire. Au matin, elle envoyait des selfies depuis un café sur un toit.
sa légende, nouveau départ. Avocat engagé. En avant. Elle n'avait aucune idée. Elle venait d'engager un avocat contre l'homme qui avait écrit la clause que son avocat n'avait pas lue. Le bureau de son avocat se trouvait dans l'un de ces centres commerciaux surrénovés où une fausse fontaine éclaboussait à côté de boulangeries pour chiens bio. Et un spa de chiropraxie zen promettait de réparer toute votre vie avec de l'huile d'eucalyptus. Et quelqu'un nommé Chad. C'est laquelle a garé sa Lexus de travers, comme d'habitude, et est entrée d'un pas arrogant, ses lunettes de soleil toujours sur le nez, comme si elle évitait les paparazzis. Est-ce qu'il résiste, demanda-t-elle avant que la réceptionniste ne puisse lui offrir un siège. L'avocat, jeune, hors de prix et 2 crans trop fier de son économiseur d'écran de Yale, a souri. Aucune résistance. Il a renvoyé une copie signée de la proposition. Aucune révision, aucune condition. Elle a cligné des yeux. C'est tout. On dirait qu'il se couche. Le sourire de l'avocat s'est élargi et il a jeté le dossier sur le bureau en verre d'une main, l'autre remuant un latte au curcuma comme s'il désamorçait une bombe. Honnêtement, le divorce le plus facile que j'ai jamais traité. Vous devriez être fier. La plupart des femmes rendent les choses compliquées. Vous, c'était chirurgical. Elle a gloussé, sortant son téléphone. Un clic du pouce. Le message, divorce le plus facile de tous les temps. À quelle heure je passe? Elle a ajouté un emoji clin d'œil parce que la cruauté fonctionne mieux quand elle est enjôleuse. Ce qu'elle ne voyait pas, ce que personne ne voyait, c'était moi. À 45 km de là, entrant dans un bureau de notaire niché derrière une pharmacie rurale et un magasin d'appât. L'une de ces villes que les gens oublient jusqu'à ce qu'un pneu éclate ou que le GPS se bloque. La femme derrière le comptoir portait des lunettes assez épaisses pour grossir ses sourcils. Non, demanda-t-elle sans lever les yeux. J'ai fait glisser 2 documents sur le comptoir ébréché. Une notarisation, 2 signatures déjà présignées. Elle les a examinés, plissant les yeux, ses sourcils se sont levés. Exception exécutive, hein? Je n'en avais pas vu depuis la crise de 2008. J'ai souri. Vous n'en verrez probablement plus. Nous n'avons pas échangé de banalités. Juste des pièces d'identité, un tampon et un reçu. Mais avant de me rendre les documents, elle a fait une pause. Vous êtes sûr qu'elle a signé l'original? Oh, oui, ai-je dit. Elle ne savait juste pas ce qu'elle signait. Pas vraiment. C'est le truc avec les accords postnuptiaux. La plupart des gens pensent qu'ils ne concernent que les biens. Mais si vous êtes prudent, si vous êtes méthodique, ils peuvent aussi agir comme des capteurs de pression, des déclencheurs légaux. Et la version qu'elle a signée en 2020, celle-là venait avec une petite clause très discrète à la page 16, en taille de police 9, camouflée entre 2 sections sur la distribution de trusts irrévocables et les SARL familiales. Elle stipulait simplement, en cas de délégation totale de toute communication maritale à une représentation juridique extérieure et d'enregistrement vérifié de ladite déclaration, le sous-signé renonce par la présente à toute objection permanente à la modification exécutive des entités financières listées pour la durée de la procédure de dissolution. Traduction, si jamais elle disait, seul mon avocat traitera avec toi, et que je l'avais enregistré, ce que j'avais fait, alors j'avais carte blanche pour commencer à réorganiser l'échiquier pendant qu'elle pensait gagner. Tout était légal, tout était signé, tout était notarié, et tout était passé inaperçu, surtout par son stratège hors de prix, qui n'avait aucune idée qu'on venait de lui remettre une grenade dégoupillée. Pendant ce temps, elle en était à son 3e mimosa, envoyant des notes vocales à son amant pour lui dire qu'elle était enfin libre et qu'il avait signé sans se battre. Tu peux y croire? Elle y croyait, bien sûr. Elle pensait que mon silence signifiait la reddition. Elle a confondu le calme avec l'effondrement. Elle ne réalisait pas qu'elle se vantait d'une victoire que j'avais conçue pour qu'elle y marche droit dedans. Cette enveloppe dont elle riait, elle ne contenait pas seulement ma signature. Elle contenait une petite surprise, un registre non expurgé montrant le statut de copropriété d'un fonds de capital investissement dont elle ne connaissait même pas l'existence, parce qu'elle n'avait jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement dans la vie. Elle n'avait aucune idée que 2 étages en dessous du garde-meuble partagé dont elle se moquait, se trouvait le rack de serveur principal d'une holding qui gérait discrètement 9 entreprises de taille moyenne à travers l'État. Elle n'avait aucune idée qu'en signant cet accord postnuptial et en activant la clause 7, elle avait effectivement renoncé à tout droit de contester la manière dont les entreprises sous ce parapluie pourraient être réattribuées, vendues ou dissoutes. Et maintenant qu'elle avait engagé un avocat, tout ce que j'avais à faire était de les laisser venir à moi. Parce que sur le papier,
Elle divorçait d'un illustre inconnu à l'haleine de petits déjeuners fades. En pratique, elle venait de déclarer la guerre à l'homme qui tenait en otage sa pension, l'autorisation de nantissement de son condo de luxe, et, plus amusant encore, les droits de dénomination de la start-up de son amant. Mais elle n'apprendrait rien de tout cela pour l'instant. D'abord, elle devait se sentir en sécurité. La laisser se prélasser dans l'éclat de sa victoire imaginaire. La laisser rire avec l'homme qui avait été tellement plus ambitieux. La laisser envoyer des SMS à ses amis du genre « Honnêtement, j'ai pitié de lui. Il sera perdu sans moi, parce que rien ne construit mieux l'effondrement que la fausse confiance. » Et elle en était absolument submergée. Elle aimait imaginer que je vivais dans un petit appartement sombre et triste avec des lumières vacillantes, l'un de ses repères de divorcé avec une chaise pliante, des dîners au micro-ondes et un exemplaire écorné de Men SLs de 2003. Elle en a même plaisanté une fois lors d'un brunch avec ses amis. Entendu via un enregistrement qui m'a été transmis. Je parie qu'il vit dans un endroit avec une moquette qui sent la vieille soupe, a-t-elle ri. Le pauvre. Je devrais lui envoyer une bougie. Elle ne savait pas que je n'avais jamais quitté notre quartier, pas même le code postal. J'avais simplement déménagé à 10 minutes à l'est, derrière une rangée de vieux entrepôts en briques. La plupart d'entre eux convertis en loft branché, en salle de sport hors de prix, ou en laboratoire de coworking créatif qui vendait du café infusé à froid à l'once. Mais niché entre eux se trouvait un bâtiment de 3 étages avec du lierre descendant le long d'un côté et un auvent en métal rouillé qui n'avait pas été touché depuis l'administration Clinton. Au-dessus des portes en verre, gravées dans le calcaire usé, se trouvaient 5 lettres, Varney, le nom de jeune fille de ma mère. Elle pensait que c'était juste un vieil entrepôt. Ce n'était pas le cas. Je suis entré. Le hall sentait le cuir, le cèdre et le genre de cire que seules les personnes qui se soucient encore de la présentation utilisent. 2 hommes attendaient. L'un portait un costume gris avec une épinglette dorée. L'autre, bleu marine foncé et cravate rouge, feuilletait un dossier manille comme s'il le lisait depuis des années. Celui avec l'épinglette s'est levé le premier. « Monsieur Langston, dit-il en me tendant la main. Content que vous soyez venu. Tout est en place. » L'homme au dossier a hoché la tête et a ajouté, « La clause 7 est toujours active. » Le président a confirmé. Les dépôts initiaux sont antérieurs à sa délégation. Il m'a tendu un document d'une seule page. Il n'y avait que 3 phrases dessus, mais elles changeaient tout. « Je suppose, dit-il, que vous souhaitez procéder. » J'ai regardé le papier. Je n'ai pas souri. N'ai pas hoché la tête comme un personnage dramatique dans un film de tribunal. J'ai juste dit « oui ». Et à ce moment-là, le compte à rebours a commencé. Voyez-vous, ce qu'elle n'a jamais demandé, jamais pris la peine de demander, c'est pourquoi l'accord prénuptial qu'elle a signé en 2016 avait été restructuré juste 2 mois après les funérailles de mon père. Elle pensait que c'était une paranoïa du haut deuil, quelque chose que son thérapeute a probablement appelé « gestion du contrôle ». Mais mon père n'a pas seulement laissé derrière lui une maison et quelques obligations. Il a laissé derrière lui un mécanisme, qui m'obligeait à prendre le contrôle légal de la Fondation Varney avant mes 43 ans ou à renoncer à ma participation, ce que j'ai fait discrètement, sans lui en parler. Et une fois l'accord postnuptial activé, la clause 7 pour être exact, il liait sa position dans le divorce non seulement à notre mariage, mais à la performance de 3 des fonds nourriciers de la Fondation, ce qui signifiait que si elle tentait de se retirer uniquement par le biais d'une représentation légale sans communication directe, elle déclencherait une clause de délégation, une qui me donnait une autorité autonome sur la manière dont ses actions et redevances attachées étaient gérées. Des actions dont elle ignorait l'existence parce qu'elle n'avait jamais prêté attention à l'expression « trust aveugle ». Elle pensait que c'était juste quelque chose que je disais pour paraître intelligent. Le juge dans la pièce, l'homme à l'épinglette, n'était pas seulement là pour la cérémonie. Il faisait partie du comité d'éthique chargé d'approuver toute activation de modification de clauses de capital à long terme liées à la dissolution du mariage. Traduction, je ne pouvais pas appuyer sur la gâchette à moins de le faire devant lui, avec le conseil successoral présent, dans ce bâtiment. Et maintenant, je l'avais fait. Quelque part en ville, elle téléchargeait des stories Instagram depuis un bar sur un toit, trinquant avec l'homme avec qui elle couchait depuis mars, Jason, un homme dont la start-up technologique venait de recevoir son dernier tour de financement de série B d'un groupe de capital risque appelé V Holdings. Elle ne savait pas que le V signifiait Varney. Elle ne savait pas que je siégeais au conseil consultatif. Elle ne savait pas que l'une des stipulations du financement, enfouie sous les termes et conditions, était une clause de moralité.
Et elle ne savait vraiment pas que dès que son avocat a accepté mon accord de divorce signé sans remettre en question la clause cachée dans les annexes, la contrepartie de la clause de moralité avait été activée et envoyée à l'équipe de direction de son nouvel amant. Pas encore, mais elle le saurait. La beauté de l'architecture juridique, c'est qu'elle ne crie pas. Elle n'exige pas de vengeance. Elle ne vous demande même pas de lever le petit doigt. Elle existe simplement, comme la gravité, invisible, constante, inévitable. Et elle venait de marcher au bord du précipice, les talons en premier. Elle a appelé ça un « adieu mature ». Dit comme si elle me faisait une faveur, comme si elle était une gracieuse impératrice accordant une dernière audience aux paysans avant l'exécution. Un dîner, a-t-elle dit au téléphone. Pour tourner la page, pour le bon vieux temps. J'ai accepté. Non pas parce que j'avais besoin de tourner la page. J'avais déjà tourné la mienne au moment où j'ai signé ce papier au bureau du notaire et regardé l'encre sécher sur la clause 7. Mais j'ai dit oui parce que je voulais voir à quoi elle ressemblait quand elle pensait avoir gagné. Le restaurant qu'elle a choisi était le genre d'endroit qui en fait trop. Des menus écrits à la main, une lumière de bougies si faible qu'on ne peut pas les lire, et des serveurs qui se prennent pour des sommeliers. Elle a choisi la table près de la fenêtre, probablement pour la lumière, espérant probablement que quelqu'un qu'elle connaissait passerait et la verrait avec l'homme qu'elle avait généreusement quitté. Elle portait cette robe rouge, celle qu'elle avait achetée lors d'un voyage entre filles à Napa, celle que j'avais dit qui était mieux sur le cintre, ce qui l'a poussée à l'acheter par dépit. Je suis venu en jean et en coupe-vent. Pas de théâtre, juste pratique. Il allait pleuvoir. Elle a fait tout un spectacle en se levant pour me saluer, bise sur la joue et tout le tralala, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient, comme si elle n'avait pas éventré 15 ans de mariage en moins de 15 minutes et tendu le scalpel à un avocat au bronzage artificiel et accro au peloton. Tu as l'air à l'aise, dit-elle en s'asseyant. Merci, ai-je répondu en dépliant la serviette. Elle a commandé une bouteille de vin dont je n'avais jamais entendu parler, probablement choisie parce que c'était la plus chère de la liste. J'ai demandé de l'eau pétillante. La conversation de politesse était brutale. Elle a parlé sans fin de yoga et de la redécouverte de sa paix intérieure. A dit des choses comme « Quand les femmes atteignent la quarantaine, nous nous trouvons nous-mêmes », comme si détruire une vie n'était que la prochaine phase de la croissance personnelle. À un moment donné, elle s'est penchée en arrière, a incliné son verre et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu t'en sortiras », a-t-elle dit. « Tu as toujours été simple, prévisible, facile à cerner. » Elle a souri comme si c'était un compliment. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Le maquillage était lourd ce soir, plus que d'habitude. Un peu plus de contouring autour de la mâchoire, aussi. Elle avait peur. Elle ne l'admettrait pas, mais je pouvais le voir. Dans la façon dont elle touchait son verre, dans la façon dont elle ne posait aucune question sur moi, non par arrogance, mais par peur de la réponse. J'ai juste souri. Simple, c'est facile à sous-estimer. Cela l'a fait cligner des yeux, une seule fois. Puis elle a ri, mais le rire n'a pas atteint ses yeux. Tu parles toujours comme ça quand tu es contrarié. De petites énigmes philosophiques. C'est mignon, honnêtement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste mis la main dans ma poche, sorti un billet de 20 pliés et l'ai glissé sous le bord de l'addition, même si nous ne l'avions pas encore demandé. Le serveur s'est arrêté net et a hoché la tête. Il savait. Je me suis levé, l'ai regardé de haut et j'ai dit « Merci pour le dîner. Bonne chance pour tout. » Attends, dit-elle en se levant à moitié. C'est tout. Tu pars comme ça? Je suis déjà parti, ai-je dit, et je suis sorti. Le temps que la bouteille arrive, j'étais à 2 rues de là. Elle est restée assise seule à la table, fixant le vin qu'elle avait commandé pour une conversation qui était déjà terminée. Elle m'enverrait un texto 2 heures plus tard. C'était censé être une sorte de message? Je n'ai pas répondu. Elle ne savait pas qu'au moment où elle touillait son 3e verre, l'email avait déjà atterri dans la boîte de réception de son amant. Une copie de l'avis de retrait de financement pour sa start-up, déclenchée par la violation de la clause de moralité. Il l'ignorerait au début, penserait que c'était une erreur, le transmettrait au service juridique. Il ne rirait pas. Il programmerait un appel d'urgence. Et pendant qu'elle sirotait son vin, savourant le goût de ce qu'elle pensait être la liberté, les dominos tombaient déjà. Un siège au conseil d'administration, un trust, une clause à la fois. Parce que simple ne veut pas dire stupide. C'est juste efficace.
Il ne l'a pas ouverte tout de suite. L'enveloppe est arrivée par coursier. Pas de marque, pas d'adresse de retour, juste du papier cartonné crème épais et un seau de cire noire mat que personne de moins de 50 ans ne saurait reproduire. Son avocat, David Kenir, ESQ, était assis à son bureau en train d'examiner un litige prénuptial pour un autre client lorsque son assistante l'a apporté. De Monsieur Langston, dit-elle. Il a froncé les sourcils. Les papiers du divorce avaient déjà été déposés et signés. Que restait-il? Mais la curiosité l'emporte toujours sur la prudence chez les hommes comme Kenir. Il a brisé le seau, ouvert l'enveloppe et en a sorti les documents. Puis il a cessé de parler pendant 45 secondes d'affilée. Il n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux. Le silence était assez épais pour être bu. Ses yeux ont de nouveau parcouru la page de garde. Langston Capital Holdings LLC, 2013 fondateur principal, Marcus T. Langston. Actionnaire majoritaire, 74%. Mandataire fiduciaire désigné, Marcus T. Langston. Révocable uniquement en vertu de la clause 11, sous-section B, il a tourné vers le résumé de l'évaluation. Portefeuille d'actifs, 18,4 millions de dollars. Actifs, immobilier commercial, 5, participation en capital risque, 11, gestion de fonds fiduciaires privés, 2, obligations municipales et résiduelles. Il a de nouveau tourné la page. En pièce jointe se trouvait l'accord postnuptial, déposé et notarié en pleine conformité il y a 3 ans. Sa signature, la sienne, une petite empreinte de pouce en bleu à côté de chacune. Le langage était clair, impitoyable et hermétique. C'était le genre de document qu'aucun avocat ne voulait voir après les négociations. Il a pris son téléphone, les mains soudainement un peu moites, et a composé son numéro. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, en riant. Bruit de fond, verre qui teinte, musique entraînante, un événement sur un toit terrasse s'échappait du haut-parleur. David, je peux te rappeler plus tard? Je suis à, vous avez perdu la tête, a-t-il lancé. Vous ne m'avez rien dit de tout ça. Le rire a instantanément quitté sa voix. Quoi? Langston Capital Holdings. L'accord postnuptial. La ligne sur le trust irrévocable. Pourquoi n'en avez-vous rien mentionné? Une pause, puis, parce qu'il n'y a rien à mentionner. Il n'était qu'un employé de bureau. C'est ce qu'il faisait. Des trucs de bureau ennuyeux. Je gérais le vrai argent. Mon père aidait avec les investissements. Marcus ne pouvait pas équilibrer un chéquier sans calculatrice. Kenir a pincé l'arête de son nez et a fermé lentement le dossier. Non, ce n'était pas un employé de bureau. Il n'en était même pas proche. C'est le fondateur d'une holding qui vaut plus de 18 millions de dollars. Vous comprenez ce que ça veut dire? Elle a ricané. C'est impossible. S'il avait autant d'argent, pourquoi vivrait-il comme ça? Conduire cette triste petite Toyota, porteur des chaussures de déstockage. Il utilisait des coupons, David. La voix de Kenir a baissé. Parce que les gens qui ont vraiment de l'argent n'ont pas besoin de le prouver. Il a attendu, mais elle n'a pas parlé. La musique en arrière-plan continuait. Son silence traînait comme une corde mouillée. Vous ne l'avez pas du tout vérifié, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Pas une seule fois en 15 ans. Elle a finalement retrouvé sa voix, basse et tendue. Tu as dit qu'il n'y avait pas de complications. Tu as dit que ce serait facile. J'ai dit ça sur la base de ce que vous m'avez donné. Vous l'avez présenté comme un inoffensif lourdeau. Vous ne m'avez pas parlé du classeur, du notaire, des clauses, des sièges au conseil d'administration. Vous m'avez laissé y aller à l'aveugle. À l'aveugle? A-t-elle répliqué. Je ne suis pas celle qui tâtonne avec des papiers. Ce ne sont pas des papiers, a-t-il coupé. C'est de l'infrastructure. Cet homme a plus de protection intégrée là-dedans que la plupart des politiciens. Il s'est adossé dans son fauteuil, a expiré lentement et a fixé le dossier comme s'il pouvait exploser. Je pensais qu'on volait un bonbon à un imbécile, a-t-il marmonné. Elle n'a pas répondu. L'appel s'est terminé sans un mot de plus. Il a fixé l'enveloppe pendant un long moment, puis a attrapé l'alcool fort qu'il gardait dans son tiroir du bas. Du scotch, quelque chose de cher, le genre qu'il réservait habituellement aux victoires de règlement. Sauf que cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme monter sur scène et réaliser trop tard que vous n'êtes pas le metteur en scène, vous êtes la chute de la blague.
Et elle, qui avait toujours pensé l'avoir enroulé autour de son doigt parfaitement manucuré, venait de réaliser que l'homme qu'elle avait moqué, rejeté et jeté n'était jamais resté immobile. Il se positionnait, tranquillement, méthodiquement, et maintenant il était trop loin devant pour être rattrapé. Elle est arrivée 15 minutes en avance, pensant que ça lui donnerait l'avantage. Il attendait déjà à l'intérieur. L'ascenseur s'est ouvert sur un hall qu'elle ne reconnaissait pas, sol en béton poli, luminaire en acier noir, panneaux de verre dépoli avec des LED intégrés. C'était une élégance stérile, de l'argent discret, le genre d'endroit où les gens signaient des décisions à 7 chiffres autour de latte, sans jamais élever la voix. Ses talons claquaient comme des coups de feu sur le sol tandis que la réceptionniste la conduisait à travers un couloir de verre. Elle a essayé de ne pas rester bouche bée, mais elle ne s'attendait pas à ça. Pas lui. Pas ici. La réceptionniste a ouvert la porte d'un bureau d'angle avec vue sur la ville, a posé 2 tasses de café sur une table noire mate et a disparu comme de la fumée. Il se tenait près de la fenêtre, sans cravate, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Calme. Marcus, dit-elle. Je vois. J'ai essayé de te joindre. J'ai remarqué, a-t-il répondu sans se retourner. Elle est entrée, a laissé tomber son sac à main en cuir sur la table avec plus de force que nécessaire, et ne s'est pas assise. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mon bureau? Ça ne peut pas être ton bureau. C'est le mien depuis 2018. Elle a croisé les bras. Je veux renégocier l'accord. Il s'est retourné, s'est assis lentement, a pris sa tasse et a bu une gorgée. L'accord que tu as insisté pour que ton avocat gère seul. C'était avant que je sache que tu cachais des actifs. Avant que je ne sois au courant du trust, de Langston Capital. Tu as menti. Il a haussé un sourcil. Je t'ai donné l'accès. Tu l'as refusé à plusieurs reprises. Tu savais que je n'y comprenais rien. J'ai demandé une fois, dit-il d'un ton égal, si tu voulais en savoir plus sur mon travail. Tu as ri, tu as dit que tu t'ennuyais rien qu'à entendre les mots architecture de conformité. Alors j'ai arrêté de proposer. Tu m'as manipulé. Il a fait glisser un dossier sur la table. Sa signature sur chaque page, son empreinte de pouce aussi. Tu as signé volontairement, 2 fois. Une fois chez le notaire. Une fois via DocuSign. La deuxième avait la page 6. Elle a fixé le dossier. Qu'est-ce qu'il y a à la page 6, bordel? Lila. Sa main a plané, puis est retombée. Elle a hésité, a pris le document, l'a feuilleté rapidement. Page 6. Le langage juridique était dense, mais une seule clause était surlignée en jaune. Elle l'a lu une fois, puis une autre. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Tu m'as donné le contrôle majoritaire sur rien du tout. Non, a-t-il corrigé doucement. Tu as renoncé à ta participation présumée. C'est différent. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas le plan. Il n'y avait pas de plan, a-t-il dit. Tu es parti, tu as délégué toute communication à un avocat, tu en as ri. Tu as activé toutes les clauses dont j'avais besoin sans que je dise un mot. Elle a saisi le bord de la chaise. Nous avons été mariés pendant 15 ans. Nous avons aussi été partenaires commerciaux pendant 0. Elle a regardé le bureau, la ville, les murs de verre qui faisaient de son reflet un fantôme dans un blazer de créateur. Cet endroit, a-t-elle murmuré. Tout ce temps. Il a légèrement haussé les épaules. Tu pensais que j'étais ennuyeux. Sûr. Un bruit de fond. Je pensais que tu étais honnête. Je l'étais, a-t-il dit. Tu ne prêtais simplement pas attention. Elle a attrapé son café sans réfléchir. A bu une gorgée. C'était amer et trop chaud. Tu as planifié ça. J'ai planifié des options. Tu as choisi celle dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Marcus. Elle s'est arrêtée en plein milieu de sa phrase. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça dépend de ton nouvel ami, Jason. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? T'a-t-il dit d'où venait son dernier tour de financement? Je sais. Je veux dire, pas en détail. Il s'est adossé. Ça arrive, tout comme le reste. Elle s'est levée, tremblant maintenant. Ce n'est pas fini. C'était fini à la seconde où tu as dit, seul mon avocat traitera avec toi, a-t-il répondu. Tout ce qui a suivi n'a été qu'une formalité.
Elle est sortie en trombe, à pas rapide et maladroit. Elle ne savait pas que les caméras dans le couloir enregistreraient ses mains tremblantes. Elle ne savait pas que la clause de financement de l'entreprise de Jason avait un délai de réponse de 30 jours, et elle ne savait pas encore qu'elle avait brûlé tous les ponts avant même de réaliser qu'elle était dessus. Mais elle le saurait. La page 6 s'en assurait. L'email est parti à 9h07. Court, sec, sans fioriture, juste 8 mots qui ont explosé comme une ogive silencieuse dans le petit monde élégant de son amant. Avec effet immédiat, Jason Télé a démissionné de son poste de PDG. Elle l'a vu en faisant la queue pour son café dans ce café odieux qu'ils aimaient tous les deux, celui avec des murs en briques, des ampoules Edison et des baristas qui ressemblaient à des poètes ratés. Elle a fixé l'écran comme si c'était une farce. Puis le téléphone a de nouveau vibré, et un autre titre est apparu. Des sources citent un examen éthique interne. Conflit d'intérêts. Une autre notification. Puis une autre. Une note de service divulguée. Anonyme, bien sûr. Transmise par quelqu'un des RH avec juste assez de détails pour être accablante. Sujet, note d'examen confidentielle de Glenhaven Holdings. Conclusion, conflit d'intérêts confirmé. Problème, exposition financière non divulguée via une affiliation personnelle partagée avec le fiduciaire marital de l'investisseur principal. Elle a laissé tomber son téléphone. Il a heurté le carrelage, écran vers le haut, vibrant toujours. Elle ne l'a pas ramassé. Elle est sortie en trombe, laissant son croissant intact, a marché 3 pâtés de maison avec des talons qui n'étaient pas faits pour la rage, et l'a trouvé. Jason, assis dans le coin arrière d'un café plus calme, ordinateur portable ouvert, boisson intacte. Tu savais, a-t-elle lancé, assez fort pour que les têtes se tournent. Il n'a pas semblé surpris de la voir. Tu savais ce qui se passait, et tu ne m'as rien dit. Jason a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Il a fermé calmement l'ordinateur portable. J'ai reçu l'avis il y a 48 heures, a-t-il dit. Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que les avocats le confirment. Tu m'as laissé marcher là-dedans, a-t-elle sifflé. Il a haussé les épaules. Pas par indifférence, juste par défaite. Je ne savais pas que la clause avait un avenant de moralité, a-t-il marmonné. Qui diable intègre un truc pareil dans un tour de financement de série B? Elle n'a pas répondu. Ne pouvait pas. Ses mains étaient serrées sur ses flancs. Je suis sur liste noire, a-t-il ajouté doucement. 3 sociétés de capital risque se sont retirées ce matin. Personne ne répond à mes emails. Je suis radioactif maintenant. Grâce à toi. Je ne savais pas, a-t-elle répliqué. Il ne m'a jamais dit qui il était. Il n'avait pas besoin de te le dire, a dit Jason en se levant lentement. Il avait juste besoin d'être plus intelligent que nous, ce qu'il était apparemment. Elle l'a suivi dans la rue, criant toujours, mais il ne s'est pas retourné. Il s'est juste éloigné. Pas de grande confrontation, pas d'explication, juste parti. Elle est restée seule sur le trottoir, les yeux brûlants, les gens la regardant. Quand elle est finalement retournée à son appartement, elle a verrouillé la porte et s'est effondrée sur le sol, serrant toujours son téléphone. C'est alors que le coup final est tombé. Une notification push d'une de ses applications d'actualités économiques qu'elle n'utilisait jamais mais qu'elle avait oublié de supprimer. Glenhaven Holdings nomme un nouveau président du conseil d'administration, Marcus T. Langston. Elle a fixé l'écran pendant un long moment. A parcouru l'article dans un état second. Il y avait une photo de lui dans ce même costume bleu marine, impeccable, un sourire subtil, debout entre 2 membres plus âgés du conseil qui avaient l'air ravis. La légende était courte. Langston, anciennement partenaire silencieux, prend un rôle de direction dans le cadre d'une restructuration. Elle a lu la ligne 3 fois. Anciennement partenaire silencieux. C'est alors que son téléphone a sonné. David, son avocat, encore. Elle ne voulait pas décrocher, mais elle l'a fait. Ne le dis pas, a-t-elle murmuré. Il l'a ignoré. Vous ne l'avez pas seulement divorcé, a-t-il dit sèchement. Vous avez renoncé à votre avenir et maintenant vous êtes exclu de tout ce qui compte. Je ne savais pas qui il était. Non, a dit David. Vous ne vous souciez pas de qui il était. La ligne est devenue silencieuse. Elle est restée assise dans son condo hors de prix, fixant une vie qu'elle ne reconnaissait plus. Jason était parti. Les salles de conseil étaient parties. L'illusion de contrôle, partie. Elle avait joué sa main comme si elle était la banque.
Mais il s'est avéré que la banque avait toujours été la sienne. Il peut annuler ça, a-t-elle dit, les yeux hagards, la voix basse et tranchante comme du verre brisé. David, dis-moi que ça peut être annulé. Son avocat n'a pas répondu immédiatement. Il avait l'air différent depuis la parution de l'article sur Glenhaven. Plus vieux, plus pâle, comme si quelque chose avait pourri sous sa peau pendant la nuit, et qu'il réalisait seulement que l'odeur venait de ses propres mains. Nous avons besoin d'une réunion, a-t-elle lancé. Je me fiche des ficelles que tu dois tirer ou des faveurs que tu dois. Organise ça. David a hoché la tête. Je vais le demander, mais je ne pense pas que vous compreniez. Fais-le simplement entrer dans une pièce. Elle s'est présentée 2 jours plus tard au bureau de David, trop habillée et mal préparée. Tout en noir, de la tête aux pieds, un étrange mélange de deuil et d'intimidation, comme si le chagrin et l'autorité pouvaient se porter comme un parfum. Marcus est arrivé précisément à l'heure, pas une minute en avance, pas une seconde en retard. Il est entré vêtu d'une veste grise, sans cravate, sans mallette. Calme, mesuré, il a salué la réceptionniste par son nom, l'a remerciée quand elle a offert du café. C'était du décaféiné. Il a refusé, mais a quand même souri. Puis il est entré dans la salle de conférence. David s'est levé. Elle aussi. Marcus leur a simplement hoché la tête à tous les deux et a pris sa place comme un homme assistant à un déjeuner décontracté. Pas au nettoyage d'un désastre juridique. Elle n'a pas pu se retenir. Tu m'as piégé, a-t-elle sifflé. Tu as planifié ça. J'ai réagi, a-t-il dit simplement. À quoi? À tes choix. Elle s'est tournée vers David. Dis-lui ce dont nous avons besoin. Dis-lui que c'est allé trop loin. David s'est raclé la gorge. Il semblait mal à l'aise, comme si la température de la pièce avait changé et que personne d'autre ne l'avait remarqué. Monsieur Langston, Marcus, puis-je confirmer quelque chose, a-t-il demandé, la voix cassante. Marcus l'a regardé d'un air égal. Bien sûr. David a sorti une feuille du dossier devant lui. Le premier document de la première enveloppe, celui avec les dépôts d'entreprise, les attributions de trust, et cette étrange clause que Marcus avait intégrée il y a 3 ans. Il l'a tendue comme si elle pouvait prendre feu. Êtes-vous vraiment le Marcus T. Langston listé comme directeur fondateur de Varney Trust Holdings, Langston Capital Group et Glenhaven? Oui, a répondu Marcus en sirotant son café. David est devenu complètement immobile. Non, je veux dire, pas seulement nommé d'après. Je veux dire le Marcus T. Langston. Oui. Vous avez personnellement signé la clause de série B pour Glenhaven? Je l'ai rédigée. David s'est figé, les lèvres entr'ouvertes, le dossier toujours à la main. Puis, d'un mouvement lent et mécanique, il a repoussé sa chaise, s'est levé et, sans regarder ni l'un ni l'autre, a dit « Excusez-moi, je dois passer un appel au juge. » Il n'a pas pris le dossier. Il n'a pas pris son téléphone. Il est sorti comme un homme qui réalise à mi-chemin d'une randonnée qu'il a suivi le mauvais sentier. Et maintenant, le soleil se couchait. La porte s'est refermée derrière lui. Silence. Elle s'est tournée vers Marcus. Tu ne peux pas me faire ça. Il l'a regardé, non pas avec cruauté, juste avec distance. Comme un souvenir qu'on ne revisite plus. Tu veux dire, te tenir responsable? A-t-il demandé. Elle s'est levée, faisant les 100 pas, tu n'as même pas agi comme quelqu'un qui a du pouvoir. Tu me laissais faire les réservations. Je choisissais tes vêtements. Je ne faisais pas semblant, a-t-il dit. Je ne ressentais simplement pas le besoin de te corriger. Tu aurais pu arrêter ça avant que ça ne dégénère. Il a bu une autre gorgée. Non, tu aurais pu. Elle a frappé la table de la paume de sa main. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Il l'a finalement regardé, et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, son expression n'était pas neutre. C'était de la déception. Je voulais être marié à quelqu'un qui me voyait, pas à quelqu'un qui jouait la supériorité parce qu'elle avait trop peur de rester tranquille. La porte s'est de nouveau ouverte. David a jeté un coup d'œil, le visage blême, le téléphone toujours à la main. Sa voix était à peine audible. Le juge a tout confirmé. Ses genoux ont légèrement fléchi. David n'est pas rentré dans la pièce. Il a simplement refermé la porte. Cette fois, le clic a sonné comme finale.
Le tribunal n'a pas fixé d'audience. Pas d'éclat public. Pas de coup de marteau dramatique. Juste un avis numérique enfoui dans le portail en ligne du greffier. Discrètement marqué, déclaration judiciaire de validité émise. Toutes les soumissions vérifiées. Affaire classée. David ne l'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de mail. Il n'a même pas envoyé un assistant juridique. Il est juste parti. Un matin, elle a vérifié le dossier partagé qu'ils avaient utilisé pendant le divorce et a trouvé son nom effacé du journal d'accès aux documents. 1 heure plus tard, un coursier a déposé une fine enveloppe blanche. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait sa démission officielle en tant que conseil. Aucune explication, juste un seul paragraphe avec les mots « Exposition éthique irréconciliable ». Elle a jeté l'enveloppe à travers la pièce et a crié. Et c'était avant que le vrai silence ne commence. Son premier indice est venu quand elle a essayé de réserver un vol. Pas pour sortir de la ville, juste une réinitialisation de week-end. L'Arizona, peut-être. Du yoga et des cristaux dans un hôtel hors de prix où personne ne connaissait son nom. Refusé. Elle a réessayé, cette fois avec une autre carte. Refusé. Elle a appelé la banque, a attendu 17 minutes en attente. La voix à l'autre bout était polie, désolée, ferme. En raison d'un examen de conformité en cours et d'une demande de documentation en attente de l'agent fiduciaire rattaché à vos comptes en fiducie, l'accès à tous les fonds a été temporairement suspendu. Quel agent ? A-t-elle demandé. Il y a eu une pause. Puis, Monsieur Marcus T. Langston. Elle a raccroché avant de recommencer à crier. Elle a essayé d'appeler son ancien conseiller financier, celui que son père utilisait depuis des années. Il n'a pas répondu. Quand elle a rappelé, elle a eu une secrétaire qui a affirmé qu'il était indisponible pour une durée indéterminée. C'est alors qu'elle a appelé sa mère. Elle ne voulait pas sangloter, mais au moment où sa mère a décroché, les larmes ont jailli. Ils ont tout gelé, s'est-elle étouffée. David est parti. Le juge s'est rangé de son côté. Je n'ai même pas eu la chance de m'expliquer. Sa mère n'a pas dit « Oh, ma chérie ». Elle n'a pas demandé si elle allait bien. Elle n'a pas offert d'argent. Elle a posé une question. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle décision de justice. Elle a essayé de répondre. A essayé de cracher les justifications, les années d'ennui, la distance qui s'était installée, la façon dont il ne se défendait pas, son silence, son manque d'impression. Mais rien de tout cela ne sonnait juste maintenant. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Parce que l'homme qu'elle avait quitté n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé. Il ne s'était pas seulement préparé à sa trahison. Il en avait tenu compte. Elle n'a pas répondu, n'a pas parlé, a juste respiré dans le combiné comme un fantôme jusqu'à ce que sa mère, déçue, furieuse, ou peut-être juste lasse, raccroche. Elle est restée assise en silence. Un vrai silence. Le genre qui ne bourdonne pas, ne craque pas, ne bruisse pas. Le genre qui enfle comme un vide et rend les battements de votre cœur trop forts dans vos oreilles. Aucun ami ne l'a contacté. Jason était parti. L'avocat, parti. Les comptes, partis. Même son reflet dans la fenêtre semblait flou maintenant, comme s'il ne la reconnaissait plus non plus. Elle s'était un jour moquée de Marcus pour être oubliable. Les gens comme toi dérivent simplement dans la vie, avait-elle dit une fois, à moitié ivre lors d'une fête de fin d'année. Tu ne changes pas les choses. Tu orbites juste autour de la gravité des autres. Elle n'avait pas réalisé qu'il avait été la gravité. Et maintenant qu'il s'était éloigné, tout le reste flottait ou tombait. C'était le genre de samedi soir dont elle se plaignait autrefois. Trop calme, trop immobile, rien qui ne vibre, rien d'attendu d'elle. Elle avait l'habitude de combler ses vides avec des vernissages, des invitations au spa, des cocktails caritatifs, des endroits où elle pouvait jouer à la personne importante pendant 2 heures et siroter quelque chose de sec en citant des noms de personnes qu'elle connaissait à peine. Maintenant elle était seule sur son canapé d'emprunt, pieds nus dans un pantalon de yoga qu'elle n'avait pas porté pour le yoga depuis 3 ans. Le condo semblait plus grand qu'il ne le devrait, vide, comme si quelqu'un avait déménagé et emporté le son avec lui. Elle s'est versé un verre de merlot, a allumé la télé, même pas pour regarder, juste pour le bruit. Un réconfort de fond, une distraction du silence. Mais la chaîne est tombée par défaut sur la chaîne publique locale, un événement en cravate noire, une sorte de gala financier.
La caméra a balayé la pièce. Politiciens, PDG, juges en smoking, leurs épouses en robe à paillettes, poli, parfait. Elle a voulu changer de chaîne et puis elle a entendu son nom. Son pouce s'est figé au-dessus de la télécommande. Le présentateur a parlé clairement. Le discours d'ouverture de ce soir sera prononcé par Marcus T. Langston, nouveau président du conseil d'administration de Glenhaven Holdings et directeur nouvellement nommé de la Fondation Varney. La salle à l'écran a éclaté en applaudissements. Elle a regardé, médusée. Marcus s'est approché du podium dans un costume bleu nuit impeccable, parfaitement taillé. Pas d'éclat, juste de la présence. Il n'a pas salué de la main, n'a pas souri, a juste posé ses notes, ajusté le micro et a commencé. Certaines personnes courent après la richesse, a-t-il dit. D'autres la protègent. Certains héritent de l'influence. D'autres construisent l'échafaudage en silence, brique par brique, pour que personne ne voie la structure jusqu'à ce qu'ils aient besoin de la grimper. Il a fait une pause, a regardé la foule. J'ai découvert que les personnes les plus sous-estimées ne sont pas les bruyantes, pas les visibles. Ce sont celles qui ne bronchent pas quand on essaie de les abattre. Celles qui sourient quand on leur prend quelque chose parce qu'elles savent qu'elles peuvent tout reprendre. Sa poitrine s'est serrée. Elle s'est approchée de l'écran. Derrière Marcus se tenait le juge. Son juge, le même homme dont les yeux n'avaient jamais croisé les siens pendant la brève audience. À gauche de la scène, hochant poliment la tête, se tenait le nouveau PDG de Glenhaven. Le remplaçant de Jason. La caméra a dézoomé. Un plan large, une salle pleine d'applaudissements, des verres levés. Une ovation debout, même. Ses doigts sont devenus engourdis. Elle a laissé tomber le verre de vin. Il s'est brisé sur le parquet. Le rouge s'est infiltré dans le tapis blanc, se propageant au ralenti. Mais elle n'a pas bougé. La télé continuait. Quelqu'un a remis un prix à Marcus, une plaque. Il l'a accepté, a posé pour des photos, puis, comme toujours, est sorti discrètement du cadre, laissant les autres se prélasser sous les feux de la rampe. Elle est restée là, pieds nus dans une flaque de cabernet. Tout son monde réduit à des pixels et à un écho. Son téléphone s'est allumé. Un numéro inconnu. Elle n'a pas répondu. Il s'est éteint. C'est rallumé. Un autre appel inconnu. Cette fois, elle a décroché. Une voix robotique. Un enregistrement. Ceci est un avis de courtoisie de votre institution financière. Votre examen de conformité est terminé. Tous les fonds restants sont en cours d'audit. Veuillez vous référer à la documentation jointe dans votre portail client. Elle a raccroché, a supprimé le message vocal avant qu'il ne se termine. Aucun SMS n'a suivi. Aucune excuse n'est venue. Et son avocat, celui qui avait promis de tout arranger, il n'a jamais rappelé. Il n'y a pas eu de cri final, pas de confrontation dramatique, pas de vengeance accompagnée de fenêtres brisées ou d'ordonnances restrictives. Juste le démantèlement méthodique de tout ce qu'elle pensait posséder. Il n'a jamais élevé la voix. Il n'en a jamais eu besoin. Il a juste attendu qu'elle se dirige elle-même vers le bord, puis s'est assuré que la gravité s'occupe du reste.